Invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Reed Brody, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un procureur, dirons-nous, chevronné, spécialisé dans les crimes de guerre, membre de la Commission internationale des juristes, et vous avez mené un long combat, 25 ans, pour faire juger l'ancien président tchadien Hissène Habré. Le résultat, le 30 mai 2016, Hissène Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement en première instance. Ça avait été jugé à Dakar. Tout d'abord, pourquoi Hissène Habré? Pourquoi le Tchad? Pourquoi avoir mené ce combat en particulier? Bon, j'avais participé à l'affaire Augusto Pinochet, donc l'ancien dictateur chilien arrêté à Londres sous un mandat d'un juge espagnol. Et quand la Chambre des Lords britannique a décidé que Pinochet pouvait être arrêté n'importe où dans le monde, malgré son statut d'ancien chef d'État, nous nous sommes dit que nous avions un instrument juridique pour traduire en justice les tortionnaires qui semblaient hors de l'atteinte de la justice. Vous vous êtes dit, c'est possible. C'est possible. Et il n'y a pas que moi, il y a aussi des Tchadiens, enfin il y a des personnes à travers le monde qui ont commencé à rêver. Et entre ces personnes, il y avait les Tchadiens. Il y a Delphine Jaraïb, le président de l'Association tchadienne des droits de l'homme, qui a dit, nous, on a quelqu'un, Hissène Habré, qui a fait pire que Pinochet. Et ce qui nous intéressait, c'était qu'il était au Sénégal. Et nous, on pensait à ce moment-là que si on pouvait faire juger un dirigeant africain par un autre pays, une justice africaine, on ferait vraiment une avancée pour le droit international et contre l'impunité. Qui est-ce qui a été le plus dur pendant ces 25 ans? Trouver des preuves, des témoins, des responsables, les traduire en justice? Les quatre peut-être? Non, en fait, les preuves, c'était assez facile. D'abord, on a interviewé des centaines de rescapés, de témoins. On a aussi eu la chance de mettre la main sur les archives de la police politique d'Hissène Habré dans un ancien bâtiment à Djamena. Quel genre d'archives, par exemple? Des listes journalières de personnes mortes en détention. Des centaines de documents envoyés à Hissène Habré sur des prisonniers. Les documents avec le manuscrit d'Hissène Habré qui disait qu'il n'était pas question que les détenus soient admis à l'hôpital, qu'ils pouvaient sortir que morts. Donc, des preuves assez solides qui réconfortaient les témoignages des victimes. Ce qui était le plus difficile, c'était de mobiliser les opinions publiques. On a porté plainte en 2000. Hissène Habré a été arrêté, donc l'ancien dictateur tchadien vivant au Sénégal, arrêté pour la première fois en 2000, mais suite aux ingérences politiques par le président Abdoulaye Wade, qui nous a embarqués dans un feuilleton politico-judiciaire qui nous a amenés en Belgique, devant les Nations Unies, devant l'Union africaine, devant la Cour internationale de justice. Et ce n'était qu'une décision de la Cour internationale de justice et l'élection au Sénégal de Macky Sall et le venu d'Aminata Touré comme ministre de la Justice. Ça a tout changé? Ça a tout changé. Et donc, en 2013, après 13 ans de combat, l'Union africaine et le Sénégal acceptent de mettre sur pied un tribunal pour juger Hissène Habré. Les victimes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elles vous disent justement sur l'importance de la tenue d'un tel procès? Écoute, les victimes qui ont piloté cette affaire, par exemple, Suleiman Gengeng, un fonctionnaire mis en prison qui a vu autour de lui des dizaines de personnes mourir et qui a juré devant Dieu que si jamais il sortait vivant, il allait se battre pour la justice. C'est lui l'héros de cette affaire. Jacqueline Moudena, l'avocat des victimes, l'avocat tchadienne, qui a survécu de justesse en grenade et qui a plaidé l'affaire devant les juridictions avec des fragments de grenade dans la jambe. C'est des héros. Donc pour eux, la quête de justice était déjà la justice, mais la condamnation d'Hissène Habré était le couronnement. Enfin, et là, le gouvernement tchadien, d'ailleurs, vient d'annoncer 15 millions d'euros d'indemnisation pour les victimes. Donc, c'est une grande victoire pour les victimes tchadiennes qui ont mené ce combat.
Est-ce que vous avez rencontré des blocages politiques à l'international? On sait que les États-Unis et la France étaient proches un temps d'Hissène Habré. Voilà, Hissène Habré était porté au pouvoir par les États-Unis, soutenu de bout en bout par les États-Unis, presque de bout en bout par la France. Mais on a la flexibilité. Les États-Unis, Obama a même fait le déplacement à Dakar Jusqu'au Sénégal, c'est vrai. pour soutenir le tribunal. La France a hésité beaucoup plus longtemps, peut-être plus attentive à la France-Afrique et aux autres dictateurs africains. On nous disait pendant 20 ans que non, vous n'allez jamais réussir parce que les autres dictateurs n'accepteraient pas, la France n'accepterait pas. Mais finalement, la France aussi a aidé à financer le tribunal, a aidé avec des témoins, avec l'assistance juridique. Donc, je pense que tout le monde était très content, même l'Union africaine qui voyait dans l'affaire Habré un moyen de repousser la Cour pénale internationale en montrant, nous, on peut juger en Afrique des dirigeants africains pour des crimes commis en Afrique. Là, on va faire un petit pas de côté, si vous le voulez bien. Quel parallèle peut-on établir, pouvez-vous établir aujourd'hui avec la guerre en Ukraine? Peut-être le fait qu'un jour, peut-être Vladimir Poutine sera jugé par un tribunal international? Je pense que, évidemment, il faudrait qu'il y ait un changement de régime en Russie et que le Kremlin accepte de livrer Vladimir Poutine. Mais c'est pas demain la veille, a priori. Non, mais quand même, on n'a jamais vu autant d'enquêtes en temps réel que maintenant pour l'Ukraine. On a la justice ukrainienne qui a des milliers de dossiers. Il y a la Cour pénale internationale qui a la plus grande enquête de son histoire. La France, il y a 14 pays qui ont ouvert des enquêtes et encore d'autres qui envoient des légistes. Bon, maintenant, ils enquêtent sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité. Il y a aussi la proposition d'un tribunal pour le crime suprême, qui est le crime d'agression. Mais bon, on peut imaginer que Vladimir Poutine serait inculpé pour les crimes de guerre, même pour le crime d'agression, mais ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, même s'il n'est pas capturé cette année ou dans 10 ans, ça dure. Et un dernier mot justement sur ce tribunal, sur l'agression dont vous parlez. Paris pousse justement pour ce projet, c'est ce que vous me disiez en antenne tout à l'heure. Tout à fait, mais c'est avec une certaine hypocrisie, parce que la France, avec l'Angleterre, avait toujours insisté que seulement le Conseil de sécurité pouvait déclarer un cas d'agression. Évidemment, la France, comme l'Union soviétique et maintenant la Russie, ont pouvoir de veto. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la justice internationale. Nous, on joue sur ces hypocrisies pour faire le plus d'instruments, le plus de dossiers possibles et éventuellement, pourquoi pas, voir les dirigeants dans un box. Reed Brody, merci pour votre témoignage et bravo pour votre travail. Merci d'être venu ce midi.